À l'entrée du village de Ditiyé, dans la région du Gontougo, l'école communautaire du village attend toujours que les enfants viennent remplir cette case. Les parents sont préoccupés par la question de délivrance, d'actes de naissance ou jugement supplétif de leur progéniture. À l'école, il y a 230 enfants inscrits qui n'ont même pas extrait. Pour l'année scolaire 2016-2017, sur 122 000 élèves, 75 000 du primaire ont été déclarés sans extrait de naissance. Plus de la moitié entrent pour la première fois dans le système scolaire. C'est pour cela que l'État a décidé que pour que les enfants viennent au CP1, on ne fasse pas de l'extrait de naissance impréalable. Quitte aux enseignants, après, de faire les démarches pour qu'on puisse avoir les extraits de naissance. Sur les 3 dernières années, 2015, 2016, 2017, cette disposition a permis de sauver 2109 enfants. On est frappé par une chose. Les enfants inscrits à l'école d'une année scolaire à une autre s'illustrent comme d'excellents élèves. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, le petit Abdoulaye en classe de CM1 à Bondoukou. Toujours, je disais à mes parents, quand ils me mettent à l'école, quand mon père s'en va, on dit d'envoyer mon jugement. Il cherche et puis quand il a eu travail là, c'est ça, il a dit au tonton et le tonton a fait pour moi. Puis on est parti, ils m'ont mis à l'école. J'avais 10 ans. Avec l'aide des autorités administratives et judiciaires, on a établi un extrait de naissance à cet enfant. On est en train de suivre son parcours. Si possible, même il pourra passer le CEP cette année. Entre autres cas en cours de traitement, celui de cet enfant de 9 ans en classe de CM1 à Bondoukou, tourmenté par l'idée qu'elle pourrait être sans identité pour longtemps et peut-être même apatride. Les populations qui sont dans des zones très éloignées ne fréquentent pas les centres de santé pour les consultations prénatales. Et lorsqu'il y a des accouchements, à peine combien de femmes pensent à venir à l'hôpital pour pouvoir accoucher. Or, quand vous regardez le processus de déclaration de naissance, il y a le certificat médical de naissance qui doit exister. Dans le village de Djimpare, les populations se sont organisées avec le soutien et l'assistance technique de l'ONG Soleil Levant. Objectif, déclarer toutes les naissances dans le village et, in fine, établir l'extrait de naissance des enfants. Quand ce n'est pas moins que le mari, s'il dit on a qu'à aller sur le jugement. Et s'il ne fait pas? S'il ne fait pas, moi, il y a des bourrées pour faire. La SAMFRAV est même venue ici. Ils nous ont fait créer ce qu'on appelle le CMF, le club de mères et élèves filles. Ça a beaucoup contribué au fait qu'il y a des enfants qui ont eu des extraits. Et pourtant, que de pesanteur. En cause, le processus même de l'établissement de l'extrait de naissance, surtout les rapports entre population et administration, source de découragement des requérants. Il y a certains qui ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Au lieu d'aller faire les extraits de naissance, on te promet 15 000 francs par chacun, par enfant. 15 000 francs par enfant, tu ne peux pas. Les agents d'état secondaire, c'est le bénévolat. Et ils aident les parents. Donc en les aidant, les parents doivent être à même de leur assurer le transport. Peut-être c'est quand eux ils voient qu'ils trouvent que c'est cher. En ville, la déclaration, après, le parent il paie son temps et puis bon, il repart le même jour avec son extrait tout fait. Ce sont des réalités qu'il ne faut pas cacher. Mais cela peut se régler si l'État lui-même réforme réellement le système. Malgré les efforts de l'État, relayés par les actions des ONG sur le terrain, la question de la non-déclaration des naissances, autant que celle de l'établissement de l'acte de naissance ou jugement supplétif, a atteint la cote d'alerte. Quartier Colatier dans la commune d'Abobo. Le petit Ismaël, âgé de 1 an 5 mois, peut aisément dormir dans les bras de sa mère Digata. La trentaine révolue, cette jeune mère veuve, aujourd'hui, est toute heureuse. C'est que Digata a reçu des mains des responsables de l'ONG Fria une enveloppe. C'est un peu difficile, puisque le bébé, il ne tète pas, il prend simplement le lait. Ça va m'aider. Ça va boucher un petit trou était un peu vide. Ça va boucher. Comme Digata, des veuves, des orphelins et des enfants malades ont aussi reçu des enveloppes, des kits et des tenues scolaires. Cette enveloppe-là peut moi m'aider à compléter ce que déjà l'enfant a, et aussi à le rendre propre et à le vêtir un peu mieux, pour qu'il soit un peu plus à l'aise
entre ses camarades. Mon mari allait au champ et puis il est mort au champ là-bas. Donc c'est grâce à ONG qui fait que je puisse prendre soin des enfants. On m'a remis une enveloppe. Je dis merci à lui que je m'a donné l'enveloppe. L'ONG FRIA, créée en 2013, mène de nombreuses actions en faveur des veuves, des orphelins et des personnes vulnérables. L'État dit que l'école est obligatoire. Si l'enfant, son papa est décédé, cela ne veut pas dire que c'est tout le monde qui est décédé. Si nous sommes là, on doit aider l'État, n'est-ce pas, à soulager tous les enfants du pays. Les responsables de l'ONG entendent les jours à venir multiplier ces actions sociales dans d'autres quartiers des communes du district d'Abidjan. Michel est un jeune entrepreneur et ce depuis 10 ans. C'est titulaire d'un brevet professionnel en tournage, frisage et montage. Est un jeune chef d'entreprise qui a vu croître sa structure. Il fabrique aujourd'hui des machines agroalimentaires. À ses journées des métiers de la transformation des produits agricoles, il nous fait découvrir la transformation de l'ananas en jus. On a taillé l'ananas, on le découpe en petits morceaux et on le met dans la machine à découper. Cette machine va découper en petits morceaux. Les morceaux seront transmis dans l'autre machine, dans la presse. Et manuellement, nous pressons pour avoir le jus du fruit que nous avons besoin. L'agro-industrie, un secteur qui intéresse de plus en plus. Je fais des jus sécurisés dans des conditions d'hygiène optimum. J'expose les produits soja, les brochettes de soja, le hachis de soja, le lait en poudre de soja. C'est une pondeuse de briques géobéton qui permet à tout le monde de pouvoir se construire des maisons à base de géobéton. Un métier jugé passionnant, mais que de difficultés. On a des problèmes de matériel de production, on a des problèmes de fonds de roulement. Les machines coûtent cher pour nos moyens que nous avons. Vous savez, nous ne sommes pas subventionnés. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir des prêts. Il y a un problème d'emballage également par rapport à la labellisation de ces emballages. Ressortir les valeurs nutritionnelles pour que les consommateurs sachent par exemple qu'en consommant le fonio, qu'est-ce qu'ils gagnent, en consommant le déguet, qu'est-ce qu'ils gagnent. Mais il faut tout de même réussir le pari. Des voies sont explorées pour aider les acteurs. Depuis son indépendance en 1960, le Dahomey vit dans l'instabilité politique. Le renversement du président Hubert Maga en 1963 marque le début d'une série de coups d'État qui minent la situation de ce pays, un des plus pauvres du continent africain. En mai 1970, le pouvoir est assuré par un conseil présidentiel dont les 3 membres assurent la présidence en rotation. Hubert Maga, Justin Aomadegbe et Sourou Migan Apiti. Le 26 octobre 1972, des militaires dirigés par le chef d'état-major adjoint de l'armée, Mathieu Kérékou, investissent le palais présidentiel à Cotonou pendant que le cabinet est réuni. Mathieu Kérékou vient de faire un coup de force. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey, Cotonou, le 26 octobre 1972. Kérékou abolit la structure de la présidence tournante, supprime l'Assemblée nationale et se dit préoccupé par l'urgence de redresser l'économie. Ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le redressement économique de notre pays. Aucun mort n'est déploré, mais les 3 membres du conseil présidentiel sont incarcérés. Ils le resteront jusqu'en 1981. Kérékou est président et ministre de la Défense, alors que les autres ministères clés sont occupés par des militaires. Dans son premier grand discours le 30 novembre, il annonce sa volonté d'établir un régime révolutionnaire, démocratique et populaire. D'une approche plus nationaliste, il évolue en 1974 vers l'adoption du marxisme, léninisme et du socialisme comme voie de développement du pays
qui devient la République populaire du Bénin en 1975. Kérékou procède à des nationalisations sur le plan domestique et se rapproche aussi du camp socialiste sur la scène internationale. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin conservera son emprise sur le pouvoir, exerçant une sévère répression à l'endroit de l'opposition. Kérékou demeurera à la tête du pays jusqu'en 1991. Il y reviendra pour 2 mandats entre 1996 et 2006.